L'inquiétude est mondiale face à l'apparition d'un nouveau variant du Covid-19, suspension en cascade des liaisons aériennes avec l'Afrique du Sud. L'Agence européenne de la santé juge très élevé le risque de propagation de Omicron. Un cas a déjà été identifié en Europe. Le geste du gouvernement va-t-il calmer la colère dans les Antilles françaises? L'obligation vaccinale des soignants et des pompiers est repoussée au 31 décembre en Martinique et en Guadeloupe. Dans ce territoire, face aux violences, le couvre-feu est prolongé jusqu'à lundi. Et puis après le dossier sur la pêche, le sort des migrants qui alimentent les tensions entre Paris et Londres. Boris Johnson demande à la France, vous le verrez, de reprendre les migrants. Emmanuel Macron lui répond par la fermeté, annuler la venue de la ministre de l'Intérieur britannique pour discuter du dossier ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Identifié en Afrique du Sud, il a été baptisé Omicron. Plus d'une trentaine de cas ont déjà été recensés ces derniers jours dans plusieurs pays, dont un ce vendredi en Belgique. L'Agence européenne de la santé juge le risque de propagation en Europe de ce nouveau variant très élevé. Face au danger, vous allez voir que plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, ont annoncé suspendre leurs liaisons aériennes avec plusieurs États d'Afrique australe. Le récit d'Edwige Vamanissa. L'un après l'autre, les pays se ferment à l'Afrique du Sud. L'Union européenne en tête. Les 27 se sont mis d'accord pour interdire les vols en provenance de 7 pays d'Afrique australe. Tous les voyages aériens à destination de ces pays devraient être suspendus jusqu'à ce que nous ayons une idée claire du danger que représente ce nouveau variant. Des restrictions également adoptées par les États-Unis. L'OMS a identifié une nouvelle variante du Covid qui se propage en Afrique du Sud. Par mesure de précaution, jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations, se décrètent des restrictions sur les voyages aériens en Afrique du Sud et dans 7 autres pays. D'autres pays, comme le Japon, se contentent d'une quarantaine pour les voyageurs issus de cette zone. Mais pour le gouvernement sud-africain, ces mesures sont jugées inadéquates et injustes. Nous pensons que c'est une mauvaise approche. Elle est mal orientée, elle va à l'encontre des normes conseillées par l'OMS. Nous avons le sentiment que certains pays trouvent des boucs émissaires pour faire face à ce qui est un problème mondial. L'Afrique du Sud est officiellement le pays du continent le plus touché par le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, il a enregistré plus de 2,9 millions de cas et près de 89 000 morts. Un variant jugé préoccupant par l'OMS. En effet, on sait déjà qu'Omicron est réputé plus contagieux. Les scientifiques craignent que le nombre de mutations qu'il présente ne le rende plus résistant au vaccin. Écoutez ce qu'en pense Françoise Salvadori, maître de conférence en immunologie et en virologie à l'Université de Bourgogne. Elle était un peu plus tôt sur notre antenne. Ce qu'on sait, c'est que ce virus vient d'être classé préoccupant, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a vraiment un nom maintenant et qu'on l'appelle Omicron. Certaines des mutations qui sont présentes dans ce nouveau variant sont déjà connues, et justement parce qu'elles sont connues, par exemple dans le variant alpha ou dans le variant delta, par analogie, on pourrait penser qu'elle peut conférer à ce nouveau variant un pouvoir d'échapper au système immunitaire et donc de diminuer l'efficacité des vaccins. Mais pour le moment, c'est vraiment trop tôt pour l'assurer. C'est une hypothèse et donc il faut la prendre comme un risque à prendre en considération, mais pas assuré pour le moment. L'obligation vaccinale reportée mais pas abandonnée dans les Antilles françaises pour tenter de calmer les violences. Le gouvernement a donc fait un geste. Il annonce repousser la vaccination obligatoire pour les soignants et les pompiers au 31 décembre. Une opposition au pass sanitaire qui a viré à la crise sociale. En Guadeloupe, le couvre-feu de 18h à 5h du matin est prolongé jusqu'à lundi. Marc de Chalvron. Au rond-point, à l'entrée de la Batelière ce matin, un barrage toujours en feu. On nous conseille de ne pas nous approcher plus que ça. Mais je les trouve bien vénères. Tu vois tous les gars qui sont là, c'est pas des gens avec qui tu peux parler. Les jeunes occupent toujours le terrain. À l'intérieur de ce quartier, collé à Fort-de-France, partout les stigmates d'une nuit d'émeute. Sur cette vidéo amateur, au rond-point des Roches, on voit un homme tirer avec une arme à feu. Un déchaînement de violence en Martinique. Et dans le quartier de la Batelière en particulier, où plusieurs voitures ont été brûlées.
Elvin Matou n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Il y a la voiture là-bas qui sont brûlées. La fumée, les gaz, ça rentrait dans la chambre. Alors moi, j'ai été me laver le visage, les yeux, et j'ai gardé carrément un gant devant le visage. On vous sent encore sous le choc. Oui. Ah oui, regardez. Traumatisée comme sa voisine et angoissée toutes les deux pour les heures à venir. Ce soir, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, c'est pas. Donc forcément, je suis sur mes gardes. En bas de l'immeuble, c'est ce centre commercial qui a été vandalisé. Ce gérant va voir sa boutique de rachat d'or attaquée hier soir. Et ils ont réussi à rentrer à l'intérieur ? Je ne crois pas, parce que j'ai pu ouvrir. Oh non, ils ont cassé pour casser, quoi, c'est tout. Les pillards n'ont pas réussi à rentrer, mais le gérant est excédé. On accepte les manifestations, tout ça, on peut comprendre tout ça. Mais bon, c'est pas eux qui font ça. Hein. Depuis quelques jours, de nombreux barrages sauvages se dressent un peu partout sur l'île. Le chaos s'est installé et même régulièrement des tentatives de raquettes, comme cette femme à qui on demande de payer pour pouvoir passer. C'est pas normal que tu me demandes de l'argent pour passer. Je suis dans mon pays. Je suis martiniquaise. Et pourquoi tu me demandes de l'argent ? Les syndicats qui sont à l'origine du mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale rejettent sur l'État la responsabilité de ces débordements. Au niveau des jeunes, il y a un problème et ils sont laissés pour compte. Et c'est ce qui se passe là, et ils se sont réveillés, et pour les calmer, ce sera une autre histoire. Et vous essayez de les calmer ? On essaie de les calmer, mais la balle n'est pas dans notre camp. Il y a le préfet qui est responsable du département. Il y a un mot à dire pour calmer tout le monde. C'est quoi ? L'obligation vaccinale. L'abandon pur et simple de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers notamment, et pour les syndicats, la seule manière de faire baisser brutalement la tension, y compris pour une partie de la jeunesse aujourd'hui totalement hors de contrôle. Dans le reste de l'actualité, ce scénario, un projet de coup d'État doublé d'une invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. Voilà les accusations portées ce vendredi par le président ukrainien. Ces dernières semaines, Moscou est accusé d'avoir déployé des troupes à la frontière. Le président américain Joe Biden a d'ailleurs indiqué qu'il allait probablement s'entretenir avec les présidents des deux pays. Inès Olagaray. Une guerre doublée d'un coup d'État. Le président ukrainien ne mâche pas ses mots. Depuis plusieurs semaines, la tension monte entre Kiev et Moscou. Et désormais, Volodymyr Zelensky évoque publiquement la possibilité d'un conflit armé avec la Russie. J'ai reçu une information comme quoi un coup d'État pourrait avoir lieu dans notre pays début décembre. Et il y a des intimidations disant qu'une guerre aura lieu demain. Nous contrôlons nos frontières, nous sommes prêts à toute escalade. L'Ukraine affirme que 92 000 soldats russes sont postés près de sa frontière. La présence de ces troupes suscite l'inquiétude des alliés de Kiev. Ce vendredi, l'OTAN a mis en garde la Russie. Il est clair que si la Russie utilise la force contre l'Ukraine, cela aura des coûts qui auront des conséquences. C'est pourquoi nous continuons à appeler la Russie à éviter l'escalade. De son côté, Moscou nie tout plan d'invasion militaire et accuse Kiev de provocation. Depuis l'annexion de la Crimée par l'armée russe en 2014, la crainte d'un nouveau conflit se dessine à chaque fois que l'un des deux pays fait des manœuvres militaires à proximité de la frontière. La Russie qui a envoyé ce vendredi ses avions de chasse patrouiller aux côtés des appareils biélorusses à proximité de la frontière avec la Pologne. Un soutien affiché à Minsk dans son bras de fer avec l'Union européenne au sujet des migrants. Ils sont toujours plusieurs milliers à espérer passer en Europe. Notre envoyé spécial Gulliver Krag est allé à leur rencontre dans un centre de Bruczig. Regarde. Derrière moi, il y a une distribution de bottes en caoutchouc et de couvertures. J'ai l'impression qu'il est en cours. Les migrants se précipitent vers ces arrivées de donations. Ils sortent aussi pour manger. Il y a des distributions gratuites de repas ou bien des magasins ambulants qui sont ouverts ici dans cette cour. En tout cas, toutes les personnes avec qui nous on a pu parler aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de profiter des vols gratuits en direction de l'Irak. Je suis citoyen irakien, j'ai juré que je ne rentrerai jamais en Irak. Parce qu'en Irak, il n'y a pas de sécurité, ni au sens littéral, ni au sens économique. Jamais, jamais je ne rentrerai dans mon pays, jamais. Parce que dans mon pays, je n'ai pas de vie, je n'ai rien. Pourquoi rentrer dans mon pays? C'est pour ça que je suis en Biélorussie. Je veux aller en Europe pour la vie.
Cet homme tient à nous montrer une cicatrice, une punition infligée en Irak, dit-il, pour son activisme d'étudiant. On ne retournera pas en Irak. Parce qu'en Irak, on n'a pas d'avenir. Et pourquoi on va en Europe? Parce qu'en Europe, on a un avenir et c'est tout ce qui compte. Les migrants n'ont pas le droit de sortir de cette zone frontalière, sauf si c'est pour prendre l'un de ces vols de rapatriement vers l'Irak ou bien pour faire encore une tentative de passer la frontière. Ce que des petits groupes font chaque nuit, pour la plupart sans succès. Le sort des migrants également au cœur d'une guerre des mots entre Paris et Londres après le naufrage de 27 personnes mercredi. Dans une lettre, Boris Johnson a demandé à la France de reprendre les migrants. Emmanuel Macron a lui critiqué des méthodes, je cite, pas sérieuses. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annulé la venue de son homologue britannique à la réunion dimanche sur ce dossier. Alors comment tout cela est-il perçu outre-Manche? Écoutez à Londres Bénédicte Pavieux pour France 24. N'est pas compatible avec cela. Le French bashing, de toute façon, généralement, il y a pas mal de sujets de contentieux. Là, avec la question et les problèmes sur la pêche, la question des migrants, qui n'est pas une nouvelle question, il faut quand même le souligner, ça fait 20 ans qu'il y a des différends entre eux sur la question des migrants entre Paris et Londres, et notamment avant ils arrivaient à se mettre dans des camions. Maintenant, depuis la pandémie, c'est des petites embarcations. Il y a aussi la question délicate entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, pas seulement la France, mais de l'Irlande et de cette frontière qui sépare la République d'Irlande, pays au sein de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, territoire britannique, et une possible invocation d'un article 16 pour suspendre tout l'accord du Brexit ou certaines parties de l'accord du Brexit. Accord du Brexit, rappelons-le quand même, qui a été négocié difficilement, durement, longuement, jusqu'à la fin de l'année dernière. Nous l'avons couvert largement sur France 24 et signé par un certain Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni. Les Britanniques disent « Attendez, les tweets d'hier soir, la lettre d'hier soir », nous sommes en toute bonne foi, nous sommes sérieux, nous voulons essayer de régler ces problèmes, oui complexes, oui urgents. Il est clair que le ton a beaucoup monté depuis 24 heures et donc les Britanniques cherchent à faire réinviter leur ministre de l'Intérieur. La question subsiste, nous verrons si cette réinvitation est accordée par Paris. Autrement, ce sera une réunion avec des ministres de l'Intérieur, d'immigration européens, avec la Commission européenne, et dont la décision ultime sera annoncée aux Britanniques. Allez, un peu de féerie maintenant. Le marché de Noël de Strasbourg fait son grand retour dans une atmosphère un peu particulière. Après l'annulation de l'édition 2020, vous allez voir que les visiteurs ne cachent pas leur joie de boire un bon vin chaud. On en oublierait presque la reprise de l'épidémie de Covid-19. Sylvain Lequesne. C'est un moment de joie et de fête que Strasbourg attendait impatiemment. La magie du plus vieux marché de Noël du pays est de retour. L'an passé, il avait été annulé en raison de l'épidémie. Le début d'un mois de festivités pour finir l'année avec le sourire et du baume au cœur. C'est féerique, hein, toutes les illuminations, les chalets. C'est magnifique, c'est la féerie de Noël. À 19h, du haut de ses 30 mètres, le sapin de la place Kléber s'illumine dans la nuit. C'est le symbole incontournable de ce marché de Noël, avec ses 7 km de guirlandes et sa centaine d'étoiles lumineuses. C'est un grand plaisir, c'est très chaleureux de retrouver cette ambiance féerique et le magnifique sapin de Noël de Strasbourg. Depuis 1570, ce marché a traversé les siècles. Il est aujourd'hui le plus visité de France. Durant un mois, 1,5 million de personnes viendront arpenter les allées. Même si l'ombre du Covid plane toujours, les masques sont bien sûr obligatoires. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain journal dans 15 minutes. À tout à l'heure.